Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Question de sport sur Canal 2 International. L'actualité du sport ces derniers jours est très mouvementée. Mi-figue, mi-raisin. On parlera des sélections nationales avec beaucoup d'agitation au sein des Lions indomptables en football et la liste qui fait déjà polémique. En même temps, on se demande combien de temps on aura pour préparer le CHAN quand on a été sélectionné à 3 mois de la compétition. Et la dernière nouvelle encore, c'est la non-participation des Lions indomptables du handball, vice-championne des Jeux africains à cette compétition qualificative pour Tokyo 2020. On dira donc au revoir à ces Jeux olympiques. Pour des questions financières, on essaiera de comprendre pourquoi, entre autres sujets sur la table de questions de sport de ce soir. Mesdames et messieurs, la balle est au centre et c'est à Yaoundé que nous sommes en direct devant vous. Mesdames et messieurs, nos panélistes qu'on présente dans un instant. Et d'entrée de jeu, donc, nous ouvrons le bal pour cette sortie avec le coach Kizito Ilundu, que beaucoup retrouvent avec beaucoup de bonheur, comme nous d'ailleurs sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation, coach. Bonsoir Aimé Mokuri, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, elle était en direct du journal tout à l'heure, Moukouri comme Moukoko, peut-être l'assonance qui revient. Mais avec vous, on reviendra quand même sur le parcours des Lions U17 qui préparent déjà le mondial après le trophée de la CAN arraché avec brio. On a l'impression que le tournoi 6 UEFA est plus dur avec des équipes internationales. La bande à Libi Thomas, les Poulains ont du mal à s'en sortir. Autant de défaites en autant de matchs. Est-ce que ça peut inquiéter ou alors c'est l'apprentissage avant la Coupe du Monde très attendue? Non, il faut simplement dire que là, la compétition est montée un peu d'un cran. Ce n'est plus la Coupe d'Afrique, c'est maintenant la Coupe du Monde qu'on est en train de préparer. Et là, il faut rencontrer les meilleurs du monde. Et il faut également souligner que cette catégorie de jeunes joueurs sont en formation. Et donc, seul l'encadrement technique sait exactement ce qu'il recherche par rapport à la suite de la compétition. C'est un tournoi préparatoire, mais qui donne déjà quand même une certaine idée, dont l'entraîneur cherche véritablement à améliorer son groupe. Il a déjà une certaine idée, il est en train d'améliorer par rapport à la suite. Ne nous fions pas sur les résultats peuvent arriver, mais seul l'encadrement technique sait exactement ce qu'ils sont en train de rechercher. En tout cas, on attend encore les binationaux dans cette équipe qui n'est pas encore complète avant le coup d'envoi dans quelques jours seulement de la Coupe du Monde au Brésil. Les binationaux, mais c'est beaucoup plus sur le terrain, comme le disait d'ailleurs. Et on l'attendait justement, Étienne Eto'o, le fils de l'autre. Oui, Étienne Eto'o est attendu sur le terrain, mais pas sur les papiers, parce qu'on va beau dire qu'il est capitaine à Majorque et il marque assez de buts. L'entraîneur, lui, a besoin à ce qu'on lui prouve sur le terrain. Et puis, vous savez, c'est une équipe qui a commencé la compétition depuis le tournoi de la CAN. Et il est difficile de venir bousculer l'ossature qui est déjà mise en place. Et pour venir rentrer véritablement dans cette chaîne-là, il faut avoir la valeur ajoutée par rapport aux éléments qui constituent déjà ce groupe. Donc, à mon avis, c'est un jeune Camerounais, il a le droit d'être dans cette équipe, mais il y a un entraîneur en chef qui va prendre la décision si jamais il peut apporter un peu plus à ce groupe. Voilà, le constat pour l'instant, il n'est pas dans l'équipe en préparation pour ce tournoi en Europe, même si en plus-value compétitive, il n'y a pas de championnat jeune pour l'instant. On dira que lui, avec Majorque, il est un peu plus avancé. Comment gérer justement la cohésion avec les autres? On espère qu'il sera du groupe pour peut-être aller chercher une place honorable à la Coupe du Monde des U17. On en reparlera peut-être dans ce programme. Et avec lui, c'est un habitué des sujets de tous les sports, analyste de sport. Bobo Fabien, notre invité aussi ce soir. Bien le bonsoir. Bonsoir, Aimé Mokoko. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à votre riche panel.
Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas retrouvé sur nos plateaux justement pour la pertinence de vos propos. Et peut-être vous avez le souvenir qui date de très longtemps, le trophée des vainqueurs qui revient au Cameroun avec le champion en titre de la dernière saison face au vainqueur de la Coupe du Cameroun. On annonce un gros événement du côté de Bafoussam. Est-ce qu'il faudrait forcément comprendre que la FECAFOOT adopte ce qui a été validé par la LFPC, bien qu'on ait pensé qu'il y avait des recours sur les clubs qui n'auraient pas pris part à la nouvelle saison? Oui, mais c'est une curiosité. J'aurais appris que la commission des recours de la Fédération camerounaise de football a invalidé les homologations de la saison de la Ligue professionnelle de football, c'est-à-dire que les équipes qui devraient monter, Bamboutos, Canon et Panthère, qu'on a annulé ces homologations-là. Mais la question que je me pose, comment ils font donc à la fédération pour reconnaître que UMS de Loum, qui a été le vainqueur de ce championnat-là, et Stade Renard doivent jouer, vous avez dit le match des... le trophée des champions. Le trophée des champions, c'est-à-dire qu'on annule le championnat d'un côté, mais on retire quand même le champion d'un championnat qu'on venait d'annuler. C'est quand même... C'est peut-être dit qu'à la FECAFOOT, on veut avancer. On a vu la sortie la semaine dernière des clubs qui recevaient 4 millions chacun pour un départ. Et les dates qui sont annoncées pour la reprise du championnat, peut-être il faudrait passer par là pour comprendre qu'on veut accélérer le pas du côté de la FECAFOOT. Encore que c'est encore, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est une autre curiosité. Lorsque le comité exécutif de la fédération suspend la ligue professionnelle, elle doit attendre que cette suspension soit confirmée par l'Assemblée générale, qui est l'instance supérieure de la fédération. Ils font comment pour s'accaparer du championnat professionnel sans que l'Assemblée générale ait donné son avis définitif à ce sujet-là? Donc ce comité qui distribue de l'argent aux gens est un comité illégitime. Donc voilà, je trouve ça quand même curieux. Mais comme disait quelqu'un, qui vivra verra. En tout cas, on verra d'ici à ce que le coup d'envoi soit donné. On sera du côté du stade de Kwekwan à Bafoussam. Un stade qui sera aussi dans la ligne de mire des émissaires de la CAF. Déjà dans nos murs, ici à Yaoundé, c'était la première étape de la visite d'inspection pour les infrastructures sportives et tout ce qui est prévu pour le bal de la CAN 2021 et du CHAN 2020. Pour en parler avec nous, Dieudonné Mbarga, qui nous fait le bonheur d'être là, inspecteur pédagogique, assistant numéro 3, mais aussi actif du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, bonsoir Aimé Moukoko, bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais me réjouir d'être ici. Ça fait un certain temps que je ne suis pas revenu dans vos studios et à la présentation avec Bangomna, que je salue d'ailleurs aussi. Bouba qui est d'ailleurs le patron des sports sur Canal 2, mais forcément qui serait intéressé de savoir comment le ministère prépare cette tournée. Est-ce qu'il faudrait se dire que tout est fin prêt, même si on a vu récemment encore après la dernière sortie du ministre qui a fait le tour pour préparer le terrain, qu'on peut s'inquiéter quand même sur certains stades majeurs, j'allais dire certains chantiers majeurs. Est-ce qu'il faut être rassuré de savoir que ces émissaires de la CAF sont là et on aura peut-être une sortie heureuse pour valider? Bon, déjà, le processus d'accompagnement du Cameroun dans le cadre de l'organisation du CHAN 2020-2021 est classique. La CAF accompagne le Cameroun et organise des visites régulièrement pour faire état de l'avancement des travaux multiples qui sont en cours. Pour ce qui est du CHAN 2020, le ministre des Sports a organisé un séminaire à l'attention de tous les acteurs concernés par cette visite. Il a été arrêté une méthode de présentation des stades, d'entraînement et de compétition, et même des hôtels, pour pouvoir vendre au mieux la destination Cameroun et montrer l'état d'avancement de ces différents chantiers qui sont pour certains bien avancés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à cela. Il est simplement question de rassurer, de requérir l'avis effectivement de la CAF pour voir s'il y a des choses à améliorer pour que nous puissions être en phase le moment venu pour répondre au cahier de charge. Donc il n'y a pas d'inquiétude. La visite a commencé effectivement aujourd'hui par le site de Yaoundé, Fandena, annexe 1, annexe 2, Beyak, Stade Ngwaikele, pour ceux qui la visitent de Yaoundé. Alors, dans cette liste de stades, il y en a quand même pas mal qui sont toujours à l'état d'il y a 6 mois, 8 mois. On a l'impression que... Vous parlez de quel stade là qui est à l'état au niveau du centre d'entraînement de la BEAC, les choses ne traînent là pas toujours. Vous savez que le site de Yaoundé... au constat qu'on a fait sur place. Fandena sera le site principal du CHAN 2020. On aura 3 stades d'entraînement. Annexe 1, annexe 2, Ngwaikele. On a un supplémentaire d'entraînement
Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport aux infrastructures sur Yaoundé du CHAN 2020. Donc Voilà. vraiment, il faut pas alerter. Je pense d'ailleurs que la presse est à saluer pour le travail qui a été fait. Vous savez, lors du séminaire qu'on a tenu le 18 et le 19, la presse a été impliquée, imprégnée des réalités et ils ont fait leur travail. Je dois dire qu'il faut féliciter la presse de Yaoundé en tout cas. On espère que ça va se poursuivre dans notre région pour que le protocole qui a été arrêté, à savoir Voilà. faire que les inspecteurs travaillent sereinement, soit appliqué. Ils sont en félicitations. Dieudonné Barrette avec nous, il est donc membre du côté du MICEP, permettez l'abréviation, l'occasion faisant le larron. On parle des stades peut-être pour sortir avec l'avis peut-être de Kizito et de Bobo Fabien. Douala finalement retenu ou pas pour le CHAN? La question se pose. On a lu pas mal de sorties médias sur le fait que Douala serait encore lésé. Finalement, qu'est-ce qui serait proposé dans les 4 sites pour le CHAN puisque la visite est en cours? Vous savez que nous proposons l'offre globale. Hein. L'offre globale, c'est Yaoundé, Douala Limbe, Bafoussam, Garoua. L'offre globale est proposée par la CAF, qui a par exemple souhaité aujourd'hui visiter Olembe. Donc la CAF est propriétaire de l'événement. Donc on arrêtera ces détails-là le moment venu avec la CAF et de concert avec la CAF. Donc vous serez informé en temps opportun des sites définitivement retenus, mais Douala, Limbe, Bafoussam, Garoua, Yaoundé, c'est pour l'instant ce qui est proposé à la CAF, en attendant qu'on affine les détails de l'organisation en ce qui concerne les sites définitivement retenus. Douala a pas mal de stades d'entraînement. Est-ce qu'on peut se passer de Douala quand on sait que du côté Japoma, c'est assez avancé et Douala a été lésé pendant toute la campagne de restructuration des différents stades et autres. Le championnat, LFPC, désormais on parlera de championnat national. Est-ce qu'on peut se passer de Douala en termes d'infrastructure comme pôle principal du CHAN à venir? Non, c'est pas possible parce que Douala reste quand même l'une des villes où on pratique beaucoup le football. Si je m'en tiens aux statistiques. Ces dernières années, Douala a été lésé. On était dans le sud-ouest avec les problèmes. Oui, mais parce que Douala était en chantier. Parce que, comme on dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Douala était en chantier, c'est pour cela que Limbe, qui avait l'avantage d'avoir vécu les chantiers avant Douala, était déjà prêt. C'est pour cela qu'on a transféré les compétitions là-bas. Mais je crois que Douala reste un pôle très important. D'abord, c'est l'une des villes importantes du Cameroun, c'est une ville économique. Et je crois que, comme le disait monsieur l'inspecteur tout à l'heure, c'est à la CAF de choisir en dernier instant, en dernier lieu, si vous voulez, les sites que le Cameroun va abriter son CHAN. En tout cas, la visite est en cours. Demain, ce sera le cas de Bafoussam. Douala, la visite sera samedi. Exact. Et puis la suite... C'est dimanche à Garoua. Dimanche à Garoua. C'est vrai que ce que moi je peux rajouter après mes copanélistes, c'est pour dire que j'espère qu'on aurait retenu quand même la leçon par rapport à cette organisation, parce que on a l'impression que nous n'avançons pas beaucoup au niveau de notre concept. C'est-à-dire que généralement l'entretien se passe pendant l'utilisation, surtout en termes d'infrastructure. Vous voyez souvent chez les autres, dès qu'on a fini à la pause, pendant que les joueurs vont au vestiaire, il y a une équipe qui revient, qui essaie de repositionner le gazon, qui essaie de le faire, et c'est comme ça même dans les vestiaires. Sinon, Douala n'aurait pas connu le temps mort. Et c'est pour ça que le simple temps mort là peut véritablement pénaliser. Figurez-vous, quand vous regardez les populations de Douala, on a l'impression que le foot véritablement est une religion. Ça, personne ne peut leur enlever ça. Alors, si le championnat est relancé, comme les dates annoncent, mi-octobre, on aura quand même 2 mois pour rôder les stades, puisque le CHAN concerne les joueurs qui évoluent sur le plan local. Absolument. Moi, je crois que... Suffisant pour... Peut-être pas suffisant, mais on n'a pas de choix. Monsieur Moukoko, on n'a pas de choix. Il faut faire avec. Le plus tôt serait le mieux, d'ailleurs. Il faut faire avec, parce que d'ailleurs les pelouses doivent être utilisées avant la compétition. On ne peut pas commencer à les utiliser juste avec la compétition de la CAF. Il faut commencer à les utiliser. Surtout que les acteurs en chef
dont la matière première qu'on est en train de préparer, c'est les joueurs et c'est eux qui font l'événement, doivent prendre aussi faut l'habitude avec le terrain pour pouvoir s'accommoder par rapport à cette nouvelle. On parlera des joueurs avec la question sur les Lions A' tout à l'heure, mais avant, on ouvre donc le débat avec le premier thème sur la table de questions de sport. Nous allons nous intéresser aux compétitions africaines. On met dans le panier le handball, le Nambudo, la CAN des amputés et même le football féminin et le Cameroun qui doit prendre part au tournoi qualificatif olympique. Et le premier stop, c'est peut-être la première grosse déception. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Il n'y a pas les fonds nécessaires pour accompagner l'équipe nationale de handball à un tournoi si important. Comment ça s'explique, M. Mbarga? Bon, avant d'abord de répondre à votre question précisément, je voudrais dire ici que vraiment les joueuses de handball qui ont préparé le stage pendant cette compétition durant 2 semaines doivent être déçues, on peut comprendre. Et cette équipe que je connais bien parce que c'est une équipe talentueuse qui a été vice-championne au niveau des Jeux africains récemment et qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations en 2020, en décembre. C'est une équipe talentueuse qui, effectivement, espérait aller prendre sa qualification du côté de Dakar, même si ça devait être extrêmement difficile avec le niveau de la compétition qui devait être extrêmement relevé. Angola, RDC, Sénégal. Donc, mais il fallait qu'elles aient joué leur chance sur Dakar. Malheureusement, le processus administratif est achevé. Le déblocage des fonds, c'est ça qui bloque, qui a empêché que les filles se déplacent. La compétition commençait, il fallait absolument qu'une décision soit prise. Il a été décidé finalement que l'équipe n'y aille pas. Mais il ne faut pas que les filles se découragent. L'État est là pour accompagner à chaque fois que cela est nécessaire. Je vous dis, les fonds ont été arrêtés. Maintenant, les liquidités ont manqué pour que nous puissions assurer les charges immédiates liées au déplacement et à la prise en charge. Donc, ça peut arriver, compte tenu des contraintes financières de fin de l'année budgétaire. Il ne faut pas penser que les pouvoirs publics ont abandonné cette équipe. Au contraire, je pense que le nécessaire a été fait jusqu'à la dernière minute. On pensait pouvoir débloquer la situation. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Il ne faut pas que les joueurs se découragent. Il faut qu'elles restent optimistes. Elles ont la Coupe d'Afrique des Nations en 2020. Une autre échéance arrive et l'État sera véritablement derrière en ce moment-là. Et je tenais vraiment à leur saluer, à le dire à ces jeunes joueuses pour ne pas qu'elles pensent qu'elles sont laissées à elles-mêmes et la fédération avec. Alors, Bobo Fabien, je prends là-bas le rebond. Les justifications sont claires, mais comment comprendre après 3 semaines de stage, ces vice-championnes des Jeux africains qui étaient 4e à la dernière CAN en 2018, décembre 2018, une équipe en nette progression, en tout cas qui revient devant la scène, mais qui sera absente d'une compétition aussi importante. Et d'ailleurs, j'ai envie de demander, est-ce que le Cameroun n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied avec les sanctions qui vont suivre naturellement? Mais ça c'est évident. Mais ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Je comprends l'inspecteur quand il explique, mais comme dit l'adage, qui va aller loin ménage sa monture. Nous savions que nous avions une compétition à Dakar. Il fallait donc mettre tout en marche pour que ces décaissements-là. Et puis je ne comprends pas dans notre pays. Pourquoi on veut toujours que ce soit des problèmes sur le plan administratif, il faut passer par les finances pour décaisser de l'argent? Moi, j'ai vu à une certaine époque dans ce pays, il y avait une banque de sport qu'on appelait l'office de sport. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on prenait de l'argent, on le cantonnait dans cette banque-là, et quand il fallait sortir cet argent, il n'y avait plus trop de tracasseries sur le plan administratif pour sortir cet argent et financer le sport. Pourquoi ne pas revenir à ce système-là qui, moi, quand j'étais jeune dans ce pays, j'ai vu comment les équipes ont fonctionné à merveille. Aujourd'hui, on a concentré tout au ministère des Finances et vous voyez que l'acheminement des dossiers, les tracasseries administratives et tout ça, ça devient compliqué. Et je dis, une équipe nationale qui ne va pas participer à une compétition, ça n'honore pas le Cameroun. Le Cameroun ne devrait plus être à ce niveau-là parce que nous sommes une très grande nation de sport en général et du football en particulier. Donc, je ne comprends pas parce que vraiment, les sanctions qui vont arriver, parce que la Fédération africaine la Confédération africaine de handball, il y aura des sanctions sur le plan financier, sur le plan administratif et tout ça. Il peut même avoir une suspension, peut-être d'1 an ou de 2 ans, mais ça n'honore pas notre pays. Alors, donc, il faut que ceux qui sont en charge de régler ces choses-là prennent le taureau par les cornes, qu'ils puissent le faire avant
pour qu'ils ne soient pas surpris par les délais. Alors, avant, je relance, hein, le temps que la réalisation nous propose ces images de ces lions indomptables, hein, avec le concours de Collins. Le Cameroun apprend la nouvelle le jour de son départ. Elle s'est censée partir hier du pays pour la compétition. Avant de revenir à vous, coach, vous tenez une équipe pendant des mois, pendant des semaines, et on vous dit vous ne participez pas. Comment on peut rattraper ces joueuses qui ont tout donné sous fond, sous charge de la fédération, parce que jusqu'ici, c'est la fédé qui a pris en charge naturellement le stage, et il se peut même que même la CAN, ce qui a été investi par le président de la fédération camerounaise de handball, n'a pas encore eu de retour financier. Comment on gère ça sur le plan sportif, sur le terrain? Moi, je vais dire qu'il faut faire simple. Lorsqu'on est à la tête d'une fédération, on dit bien, lorsque vous êtes engagé en compétition internationale, l'État vous accompagne. Vous accompagne ne veut pas dire que l'État porte l'entière responsabilité. Moi, je suis contre cette fédération. On a vu au niveau du volleyball, le président a même eu à s'engager à certains engagements. Il peut préfinancer et puis maintenant, même si on va dire que ce qu'on a mis par le passé, il n'y a pas encore de retour. C'est une dette qui est connue et qui sera rémunérée. Moi, je suis contre ces présidents de fédération-là qui s'enlisent et qui pensent que non, parce que je suis qualifié, il faudrait que l'État... C'est pour ça qu'il faut rentrer véritablement dans le management et dans le concept. On parle du concept, la mise en œuvre, évaluation. On ne peut pas penser que parce que nous sommes qualifiés et que, figurez-vous, Monsieur Moukoko, combien d'engagements l'État a sur le terrain du... Mais il faut être un peu à l'intérieur. Moi, je comprends bien la position de Monsieur l'inspecteur. Vous ne pouvez pas, l'État a bien la volonté, mais à un moment donné, ça bloque. Vous faites quoi? Nous avons une échéance assez capitale avec le dialogue qui est en cours. Vous pensez qu'à un moment donné, si la caisse unique qui sert et les sportifs et tout ce qu'on sait est en cours, vous croyez que ça va se passer comment? Cette confédération qui organise devrait a priori comprendre que ça peut arriver. Les choses ont été bien préparées. On n'a pas prédisposé cette situation-là, mais aujourd'hui, elle est arrivée, il faut la prendre. Moi, je reste certain qu'il faut relativiser, non tragédie. Alors, ce n'est que partie remise. Le jour de l'examen, on manque son baccalauréat parce qu'on n'a pas eu le nécessaire. Pourtant, les dates sont annoncées, mais c'est dans ces mêmes caisses qu'on va trouver les fonds pour accompagner d'autres équipes. Est-ce que le handball est un des parents pauvres du côté du ministère des Sports? Je voudrais justement embrayer sur votre question là pour dire que le handball a bénéficié de l'appui de l'État. Régulièrement, le handball a pu voyager. La dernière fois, ils étaient à Brazzaville pour le championnat d'Afrique. L'État accompagne régulièrement les fédérations sportives. Généralement, dans le cadre du découpage des responsabilités, le stage externe est pris en charge par la fédération et la participation est prise en charge par l'État. Donc, il faut bien comprendre que dans ce cas de figure, les contraintes budgétaires sont telles que on n'a pas pu mettre à disposition des liquidités pour permettre que ces petits voyagent. Mais il faut pas. Non, les délais sont connus, mais il faut pas non plus dramatiser. Hein. Il faut pas, parce que vous avez tendance à dramatiser. On comprend que les filles soient déçues. Je vous dis, je connais bien cette équipe. La fédération de handball est une fédération présidée par le sénateur Mbaye, que nous connaissons bien, qui est un amoureux du handball et qui œuvre au quotidien pour que ça marche. Évidemment, il a fait décision à la fédération, mais il faut relativiser en disant, on n'a pu pas participer. Essayons de nous remobiliser pour l'événement de 2020, pour lequel l'État va accompagner la fédération camerounaise de handball pour que ce soit une réussite. Et je pense que, ayant dit cela, pour ce qui est d'autres événements qui concernent le handball, je crois que les dispositions seront prises pour que ces choses ne se reproduisent plus. Parce que les contraintes sont telles que nous avons les U17 qui vont à la Coupe du Monde. Vous avez les dames du volleyball qui sont actuellement au Japon. Vous avez les Lions qui vont bientôt faire... Donc il y a beaucoup d'événements qui se succèdent. Nous sommes en fin d'année budgétaire. Les tensions de trésorerie sont énormes et on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Mais je vous dis que tout avait été pris en compte pour que financièrement les dispositions soient prises pour que cette équipe soit prise en charge au moment venu dès que les dispositions disponibles. Bobo Fabien, on semble avoir un épisode qu'on connaît très bien. C'est pas forcément nouveau. Est-ce qu'il y a une façon idoine de régler ce genre de blocus? On est recalé, pas pour des questions administratives, mais des questions financières. Et on ne semble pas peut-être, permettez l'expression, gérer le retour, parce qu'il y a
il y aura encore de l'argent à dépenser pour les sanctions et voir le côté administratif. Comment on sort de cet imbroglio quand on est fait que... Sur les sanctions, je voudrais relativiser. Hein. Le président de la Fédération quand même de handball a beaucoup d'entre-gens. Nous pensons que le président de la Confédération, Arimou, je crois qu'il a effectivement expliqué déjà ce qui s'est passé et qu'on ne va pas non plus aller au-delà du forfait du Cameroun pour cette compétition. Alors, Bobo, je crois on s'adapte, on ne résout pas les problèmes, on s'y adapte. Non, je crois que le Cameroun peut faire mieux. Le Cameroun peut faire mieux parce que nous avons des gens, nous avons des hommes capables de réfléchir, de mettre des concepts pour éviter ce genre de désagréments. Je prends un cas simple. Vous avez un pays comme les États-Unis. Pour créer une entreprise aux États-Unis, vous devez mettre la main dans la caisse pour financer le sport. C'est une opération obligatoire. Mais le Cameroun peut le faire. Regardez les multinationales qui sont au Cameroun, qui prennent beaucoup d'argent au Cameroun. Les brasseries, pour ne pas faire la publicité ici, les opérateurs de téléphonie mobile, les entreprises même et tout ça. À une époque, elles se sont investies dans le football, par exemple. Oui, mais sauf que c'est de manière volontaire. Mais ça doit être quelque chose de précis que l'État doit faire pour éviter donc que l'État soit asphyxié par ces contraintes-là. Parce que si on dit à une entreprise, vous êtes au Cameroun depuis tel nombre d'années, écoutez, par an, vous donnez tant pour la caisse du sport, eh bien, on va se retrouver avec un stock de milliards, et ces milliards, on va les prendre pour gérer le sport sans avoir trop de tension. Il faut tout simplement qu'on réfléchisse, parce que tout est sur le dos de l'État. L'État ne peut pas tout faire, et l'État a des priorités. Hein? L'État a des priorités. Il y a l'éducation, il y a la santé. Mais maintenant, le sport, c'est un jeu, mais au-delà du jeu, il y a de l'enjeu. Voilà. Mais il faut donc réfléchir, créer des concepts pour qu'on épargne de l'argent. Je vous ai donné par exemple l'exemple ici de cette banque de sport qui s'appelait l'Office national de sport. On mettait de l'argent pour éviter les tensions de trésorerie au niveau des finances. Et cette caisse-là avait de l'argent et on puisait et on finançait le sport. On peut refaire cela. On peut amener les entreprises à mettre la main dans la poche pour éviter que l'État porte ce fardeau-là, parce que ça pèse quand même pour l'État. Alors, je voudrais compléter ce que Bobo Fabien dit, parce que c'est prévu dans la loi, le FODAPS. On a travaillé dessus dans le cas des États généraux, c'est une disposition de la loi, il est prévu effectivement un fonds de monde du sport. C'est prévu. Maintenant, la mise en œuvre, la mise en application, on va mettre un texte en forme qui va permettre de voir sur quel type de matière va-t-on prélever de l'argent pour qu'on puisse financer ce fonds qui est prévu et qui devrait pouvoir effectivement alléger dans le cas du financement du sport camerounais. Les fédérations ronronnent, attendent le jour J pour monter au créneau. On peut peut-être penser que d'autres ont la solution quand on voit la FECA voler, quand on voit les Nambudoka dont la fédération prépare l'équipe nationale pour le championnat d'Afrique où ils vont défendre le 3e titre. C'est acté pour la semaine prochaine. Quand on voit bien d'autres initiatives, mais est-ce qu'il faudrait peut-être se dire que c'est le management au niveau des fédérations qu'il faut améliorer, sans pour autant dire que l'État fuit sa part de responsabilité concernant le ministère des Sports? Moi, je pense qu'il faut commencer d'abord par le casting en ce qui concerne les fédérations et repartir véritablement dans la pensée. Pourquoi la fédération? Parce qu'après, bientôt là, on va clôturer la saison. Ils vont s'aligner pour aller se bousculer à saluer le chef de l'État, mettre les photos. Une soixantaine de fédérations pour le défilé. Une cinquantaine de fédérations. Certaines sont dans les mallettes. Et après, sur le terrain, il y a combien qui sont en vie? Et c'est pour ça que j'interpelle le ministère en charge. Et ceux qui sont là, je crois qu'il y a les directions appropriées pour pouvoir direction des normes, recanaliser véritablement ces fédérations-là. Sinon, on ne peut pas continuer à naviguer à vue. On voit durant la saison les fédérations qui travaillent et qui produisent véritablement dans leur domaine, mais il y a d'autres qui n'existent que le jour de la finale. Il y en a d'autres malheureusement qui sont dans la poche des sports dits mineurs, puisque 2 poids 2 mesures, le football ne souffre pas autant que les autres. Vous posez une problématique intéressante parce que nous sommes au cœur des problèmes de gouvernance. Je dois dire que pour ce qui est des fédérations sportives, il y a d'abord le contrôle interne. La fédération sportive a des licenciés, des clubs, qui doivent pouvoir commencer à faire le contrôle interne. La fédération a un calendrier. Il y a des statuts qui disposent
des réunions statutaires, assemblée générale extraordinaire ou ordinaire, pour rendre compte. Quand on se rend compte que la politique mise en place par le bureau ou bien promise par le bureau n'est pas conforme aux engagements pris, on interpelle la fédération d'abord en interne, avant que le ministère n'interpelle sur le plan du contrôle pour le suivi. Donc, il faut que les licenciés, les clubs, vivent et animent leur fédération. Quand ça ne va pas, dans le cas il faut que ces fédérations-là tiennent leurs assemblées générales, il faut interpeller. Il y a des mécanismes qui existent pour convoquer les assemblées générales, pour faire le point. Effectivement, il y a des fédérations qui ont des niveaux de demande qui sont effectivement différents. Ça, c'est juste pour des raisons diverses, à la fois historiques, à la fois de représentativité, à la fois de performance. Mais ça n'empêche pas que ces fédérations puissent vivre, puisque le ministère des Sports est garant de la diversification de l'offre sportive. Voilà. Il faut absolument rapprocher les activités des fédérations de tous ceux qui veulent pratiquer sport d'élit comme sport de base. Donc, il faut véritablement qu'il y ait d'abord un contrôle interne. Une fois qu'on est élu, il faut que le bureau fonctionne normalement, que en interne, les mécanismes de contrôle interne jouent pour demander des comptes à la fédération, au bureau, pourquoi ça ne marche pas, avant que le ministère ne vienne pour essayer d'arbitrer, d'orienter ou de tirer les oreilles si c'est nécessaire. C'est vrai aussi que M. Mbarga, on est tenté de se poser la question dans quelle Olympiade on se trouve, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus véritablement en ce qui concerne les fédérations où est-ce qu'on en est. Et ça, je pense quand même que c'est du devoir on attend toujours le renouvellement du ministère de pouvoir recadrer et de remettre véritablement des choses au point. Non, je pense que dans le cadre de votre question sur le renouvellement, il a été demandé aux fédérations sportives de s'arrimer à la nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi qui a été prise. Il faut que les fédérations s'adaptent, s'arriment au niveau des textes. On a fait un séminaire dessus. On a fait un séminaire. Ils ont eu 6 mois pour pouvoir intégrer ces différents textes. Mais encore là, les fédérations ont des moyens de pouvoir agir. L'Assemblée générale extraordinaire peut proroger le mandat des présidents. Permettez-moi, l'Assemblée générale est souveraine. Monsieur Mbarga, de vous relancer. On va regarder la question des différentes fédérations. On est dans les compétitions africaines. Et peut-être on peut, avec l'image des footballeurs amputés, l'équipe nationale qui a pu obtenir sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et a dû sonner les marmites, permettez l'expression, partout, faire le boucan pour qu'on arrive aux dernières nouvelles à avoir un mécène qui vole au secours de l'équipe nationale et qui permettra à l'équipe ce week-end d'aller prendre part à la compétition du côté de l'Angola. Encore cette situation où finalement, est-ce qu'il suffit simplement d'avoir la qualification à une compétition pour prétendre y participer, ou alors il faut attendre de croiser les doigts qu'un mécène vole au secours? Non, je crois d'abord que... Pour le cas de l'équipe nationale de football des amputés, eux, ils n'ont pas... Je crois qu'ils ont une fédération. Ils sont régis dans une association qui est filiée du côté, qui est reconnue en tout cas, et qui, aux couleurs du vert ou jaune. Ça veut donc dire que lorsqu'ils vont s'affilier à une compétition, ils doivent se préparer à tous les niveaux, sur le plan sportif, sur le plan administratif et sur le plan financier. Parce que si sur le plan sportif, il y a des résultats, comme ils sont qualifiés, eh bien, le plan financier doit intervenir puisqu'ils doivent participer à la compétition. Tout cela, c'est une organisation. Il faut avoir la vision et la projection. Si on n'a pas ces deux éléments, on fait une navigation à vue. Et moi, je vais saluer ici le mécène, le Camerounais, qui a pu financer cette équipe-là. On a besoin que les Camerounais le fassent parce que le Cameroun, c'est pour nous, c'est notre pays. On ne peut pas tout attendre de l'État. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui peuvent aider ce genre de personnes-là. Pour voir quelqu'un qui est amputé, il a déjà un problème psychologique parce qu'il a un membre qui est diminué, mais il veut s'épanouir en faisant le sport. Alors, il faut lui apporter l'assistance nécessaire qu'il faut pour que, dans la tête, qu'il puisse un peu dégraisser un peu et qu'il prenne du plaisir. Donc, je vais saluer ici vraiment le mécène qui a pu prendre cette équipe en charge et dire vraiment merci. Le temps que les images nous retrouvent. Je voudrais dire ceci, vous permettez. Oui. Vous savez que la structuration du sport camerounais a pris en compte les handicapés. Tous les handicaps. Il y a tout un comité paralympique et des fédérations dédiées à ces handicaps. Donc, c'est une problématique au cœur de la pratique sportive au Cameroun. Ne pas faire de discrimination en matière de sport. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne sont pas sensibles à cela. Maintenant, il y a un processus. Vous avez dit que c'est une association. Elle est extrêmement reliée à une fédération. Oui. Bon, je ne vais pas entrer dans ce détail parce que là encore, il y a peut-être un vice de forme dans la manière de faire les choses. Mais pour pouvoir bénéficier des financements publics, il faut être éligible à
au financement public. Donc, en début d'année, on dépose les calendriers. Les fédérations sportives déposent leur calendrier, leur projection pour l'année qui suit. Cahier de charge. Au-delà du cahier de charge, on fait d'abord d'état des besoins de toutes les fédérations sportives en termes de compétition internationale. Est-ce qu'ils ont postulé? Non. Dans le cas de figure. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier du financement du public puisqu'ils n'ont pas été éligibles au financement de l'État. Il faut simplement comme cela qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils s'y prennent mieux. L'année prochaine, dans le cadre des financements qui seront prévus chez des compétitions de cette nature-là, qu'ils sachent qu'ils auront leur attentif du ministère des Sports par rapport à leur préparation à ce niveau. Le ministère est sensible. Non, il faut être éligible, mais tout le qui peut. Je voudrais même souscrire à la logique de M. Mbarga en précisant que du moment où c'est une association, ils sont inscrits sous l'égide d'une association qui vivrait des dons et legs, donc à but non lucratif, ça veut dire que ils sont libres de chercher même les sponsors qui peuvent les accompagner dans leur mouvement. Personne ne pourra le leur enlever. Donc, allez maintenant faire taper l'expression, je vais emprunter votre expression, taper les marmites pour qu'on paye les billets d'avion. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris. Il faut qu'on leur explique véritablement comment ça se passe. On n'improvise pas au niveau de l'État. Il y a tout un calendrier, une planification qui est faite durant la saison pour que davantage les problèmes du genre soient résolus. On aura le temps de revenir sur ces autres fédérations qui ronronnent un tout petit peu, pour ne pas dire plus qu'il n'en faut, puisque on parle pas beaucoup d'autres et on dira que c'est deux poids deux mesures. Pourtant, il est clair qu'il y en a qui se préparent juste pour saluer le chef de l'État pour la clôture des activités sportives de façon officielle. Et après, sur le terrain, elles sont très peu, celles-là qui fonctionnent. Et on va peut-être sortir de la question des compétitions africaines en abordant la question du football féminin, puisque elles aussi sont qualifiées comme les handballeuses, malheureusement, qui n'iront pas. Mais les Lions iront forcément à cette compétition contre la RDC. Alain Diomfang qui résiste au tsunami, Bobo Fabien. On a vu le remaniement au niveau des différentes sélections nationales. On parlait de résultats insuffisants, mais les Lions courent toujours avec le même patron. Est-ce que finalement il faut du temps que d'autres n'ont pas eu à sa place? Bon, parler de résultats insuffisants, je trouve que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que lorsque M. Alain Diomfang arrive à la tête de cette équipe est 8e de finale d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire que on venait de jouer une Coupe du Monde au Canada, on est arrivé en 8e de finale. Et M. Alain Diomfang hérite donc de cette équipe, va à la Coupe du Monde et atteint le même niveau. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de résultats? Il y a les résultats. Mais maintenant, si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, est-ce que cette équipe mérite les attentions comme ce qu'elle produit en termes de valeur? Je dis non. Voyez-vous, contre l'Éthiopie, une équipe qui venait de faire un 8e de finale de Coupe du Monde, en jouant avec le futur finaliste de la Coupe du Monde, les Pays-Bas, champion d'Europe en titre. Mais cette équipe, pour préparer un match à Yaoundé, vous savez là où elle était logée? Elle était logée dans un hôtel de sous-quartier. Alors que sa qualification en 8e de finale a produit des centaines de millions que la FIFA a reversé à la fédération. Sa qualification à la Coupe du Monde a produit des centaines de millions que la FIFA avait reversé à la fédération pour sa préparation. Donc, si nous voulons des résultats, il faut mettre les moyens et c'est en ce moment-là qu'il faut être exigeant. Est-ce que vous savez que cette équipe, pour préparer le match contre la RDC, elle a d'abord commencé à se préparer en pièces détachées. C'est-à-dire les filles viennent, elles s'entraînent le matin, chacun rentre au quartier. C'est maintenant que le stage va commencer véritablement. Non, quand on veut avoir des résultats, ou que si on veut être exigeant, il faut mettre les moyens. Et je continue à dire, il faut féliciter ces filles-là. Est-ce que vous savez que après la CAN de 2016 à Yaoundé, parce que c'est facile au Cameroun, moi j'entends les gens critiquer. C'est facile de dire non, les filles, l'entraîneur a fait ceci. Après la CAN 2016 à Yaoundé, l'équipe féminine du Cameroun a fait 1 an et demi au quartier, sans disputer. Sans compétition. J'ai dit sans disputer un seul match. Mais ces filles ont repris la compétition, se sont qualifiées pour la CAN du Ghana, et à partir de la CAN du Ghana, se sont qualifiées pour la Coupe du Monde.
et être 8e de finaliste à la Coupe du Monde. Mais que demander de plus à une équipe aussi abandonnée? Donc, il faut que nous soyons sérieux, mettons les moyens, faisons travailler les filles, parce que les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes ont besoin qu'elles répètent tous les jours. C'est comme ça qu'elles s'améliorent. Moi, j'ai essayé d'investiguer sur la valeur de l'équipe américaine. L'équipe américaine, les joueuses s'entraînent 5 fois par semaine. De lundi jusqu'à dimanche. C'est-à-dire qu'on libère les filles le week-end seulement pour aller jouer les matchs de championnat en club. Quand elles reviennent à l'équipe nationale, elles s'entraînent 5 fois par semaine. Vous voyez la performance de l'équipe américaine? C'est-à-dire que lorsqu'elle joue, elle balaye tout sur son passage. Parce qu'elle travaille énormément. C'est des machines. Mais nos filles, elles travaillent combien? Alors, combien de temps? ce serait comme pour justifier qu'il faudrait peut-être normaliser les cas et mettre la norme. Non, moi je dis non. Ces filles n'ont pas le process pour avoir ces résultats, mais elles l'ont. Dieu seul sait comment. Coach Kizito, est-ce que cette équipe-là, qui est déjà bien moulée sous les mains de Alain Diomfan, connaissant le championnat qui est dormant, on peut prétendre à une qualification aux Jeux Olympiques? La RDC n'est pas un enfant de cœur. On peut prétendre, ça dépend du process, mais il ne faut pas compter avec le championnat local. Ça, ce sera faire fausse route. On a trop de difficultés en interne pour pouvoir mettre véritablement un championnat sur pied. C'est quoi la base compétitive de cette équipe, mis à part les professionnels qui viennent en renfort, parce que les locales sortent de quartier, comme le disait Fabien. Monsieur Moukoko, vous avez le résultat. L'entraîneur ne va pas inventer. L'entraînement est un ensemble de procédés scientifiques et empiriques. L'évaluation en entraînement, ça se passe avec la compétition. Si vous n'organisez pas des compétitions, s'il n'y a pas de championnat, qu'est-ce que vous voulez que l'entraîneur fasse? Après, on va tirailler, on va le tirailler, on va crier de gauche à droite. Il n'a pas qu'il a résisté au tsunami. Il a fait ci. Non, mais c'est un faux débat. Il faut même saluer véritablement l'action de ce monsieur qui est en train de se battre et tenir compte également même de son prédécesseur, de ce qu'il a fait comme travail. Parce que les entraîneurs, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, les entraîneurs au Cameroun sont tellement utilisés comme des fusibles au point où même lorsque ça casse au niveau du management, c'est les entraîneurs qui sont brûlés parce que c'est les moins chers. Il faut qu'on arrête. Le cas de José Ndoko, son prédécesseur. Bien sûr. Oui, les cas sont légion. Il n'y a pas que Joe. Il y a d'autres. Donc aujourd'hui, Alain est là. Il faut le soutenir parce qu'il travaille dans des conditions assez compliquées. Parce que si vous imaginez, un temps soit peu que vous préparez une compétition, vous allez en Coupe du Monde, vous allez rencontrer les meilleurs. Figurez-vous. Et vous arrivez quand même à vous insérer dans les meilleurs des 8e de finale. Mais c'est un garçon qui devait être décoré à son retour en réalité. Alors, Dieudonné Barga, du ministère des Sports et de l'Éducation physique, en même temps inspecteur pédagogique, assistant numéro 3, il faut peut-être se demander, quand on a une équipe qui sort des 8e de finale de la Coupe du Monde, qui a passé une grosse trêve, comme c'était le cas après la CAN, on essaie de colmater les brèches comme on peut, avec des joueuses d'ailleurs qui ont créé la polémique pour leurs compétences ou pas à être dans l'effectif. Comment on fait pour accompagner une équipe pareille, au moins sur le minimum d'honneur qu'elles ont rapporté au label vert ou jaune? Bon, déjà, il faut dire que la Fédération comme le football, je pense, il y a peu, a mis en place une ligue spécialisée dans le domaine du football féminin. C'est une bonne chose parce que, effectivement, c'était un gros manque. En 2016, il y a eu un engouement formidable pour le football féminin. On pensait capitaliser ça sur le terrain. Malheureusement, les périodes de manualisation n'ont pas permis qu'on mette en place un fonctionnement optimal du football féminin. On espère qu'avec avec la ligue spécialisée de football féminin, on pourra effectivement avoir un championnat qui pourra permettre aux jeunes filles talentueuses de s'exprimer. Ça, c'est d'abord la première chose. C'était capital, c'était important. Le ministère des Sports va y veiller à travers le canal de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, pour ce qui est de l'encadrement technique, je pense que les filles reprenaient effectivement, puis il y avait la compétition. Le niveau d'exigence est le même. Le Cameroun doit absolument avoir sa qualification pour les Jeux Olympiques. Donc, vraiment, le niveau qu'elles ont atteint ne peut pas leur permettre de reculer. C'est pour ça qu'il est clair que l'entraîneur a beaucoup de pression.
il adresse ses besoins à la fédération, qu'il les porte au ministère, et les pouvoirs publics sont prêts à accompagner quand c'est possible dans le cas des moyens disponibles. Mais il ne faut pas hésiter un seul instant à saisir sa fédération, expliquer les problématiques qui se posent pour qu'on améliore les conditions d'ensemble. Parce que c'est effectivement une équipe qui a un statut déjà. 8e de finale, cette équipe nous a fait, vous imaginez le but à bout de Tutadiara, ça a fait le buzz. Oui. Et donc, elles ont un vrai ouvrier du Cameroun, incontestablement. Donc, la Fédération Cameroun de football, qui est en charge de cette sélection, doit veiller pour que les conditions soient bonnes, adresser éventuellement les sollicitations au niveau du ministère pour que, ensemble, ces éléments soient pris en compte, pour que les joueuses qui sont éparpillées de par le monde se retrouvent à temps, longtemps à l'avance pour huiler la machine, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des problèmes de cohésion au sein de l'équipe lors du match contre l'Éthiopie. Ça a été ric-rac ici à Yaoundé. Donc, je pense qu'il faut remettre un peu de la confiance. Les pouvoirs publics sont là pour accompagner la fédération. Il faut que le championnat de football féminin, la Ligue notamment, engage le championnat pour qu'on ait véritablement les retombées sur le plan du terrain de ce que les filles font. On a repris les mêmes pour le même bal côté football féminin. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge avec la situation des joueuses locales qui est statique? Le championnat, c'est carrément du bis repetita au niveau de la ligue spécialisée et la grosse partie des joueuses qui viennent du championnat local. Non, mais je crois, comme le disait l'inspecteur, il faut seulement mettre un peu de sérieux là-dedans. Il y a le potentiel. Je rends hommage ici au président Yaya Mohamed qui a financé ce football féminin à son époque. Et ce football aujourd'hui nous donne satisfaction. Voyez-vous, il y a peu de pays en Afrique qui peuvent parler des hommes et des femmes au même moment. Exact. Il y a peu de pays. Et vous voyez le Cameroun, sur le plan international, on parle des lions indomptables, hommes, on parle des lions femmes. C'est une fierté pour ce pays. Et comme j'aime souvent le dire, si nous sommes un tout petit peu sérieux. Qu'est-ce que vous mettez dans sérieux, pour être concret? Sérieux, les moyens, la planification, la projection, tout ce que... c'est un package, comme disait le coach tout à l'heure. Ça s'accompagne, c'est un processus. Je tiens à te rappeler que le foot qui se joue sur le stade représente dans un match 30% seulement. À dire l'auteur, quand on arrive au stade là, c'est 30%. Les 70%, c'est tout ce qu'il y a tout autour comme organisation. Donc ça se pense, ça doit se financer, ça doit avoir des hommes à la place qu'il faut. Donc ça doit avoir quelque chose de sérieux. C'est pour cela que je dis que si nous sommes sérieux, nous pouvons faire de grandes choses. Je vous dis, je ne suis pas convaincu que si on avait pris une autre sélection africaine qui fait 1 an et demi au quartier sans jouer un match et se retrouve en train de jouer une CAN pour être 3e à la CAN, ça ne peut pas arriver ailleurs. Il n'y a qu'au Cameroun. Parce que nos filles ont plus joué avec le mental que jouer avec les jambes. Voilà. Parce que quand vous mettez 1 an et demi sans jouer, ensemble, parce que les filles ne jouent qu'en club. Et jouer en club, ce n'est pas comme le système américain, comme je disais tout à l'heure. Parce que là-bas, ça cartonne. C'est 5 fois par semaine les entraînements. Or, en Europe, là, c'est 3 fois par semaine les entraînements. Donc vous voyez qu'il y a un sérieux. Quand il y a du sérieux, il y a évidemment de la progression et il y a évidemment des résultats. Donc il faut que nous soyons sérieux si nous voulons avoir des résultats. Et c'est peut-être le mot qui va piloter la suite. On a dépassé la mi-temps de cette édition Question de sport. Nous sommes toujours en direct de Yaoundé. Bobo Fabien, analyste de sport, éducateur aussi, aux côtés de Kizito Elundu, coach. Et puis notre très cher Dieudonné Mbarga du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On va aborder un autre thème et peut-être rester dans la question du sérieux. Et on va peut-être toucher un sujet assez sensible. Hein. Il n'y a pas une semaine, on évoquait au lendemain de la dernière édition de Questions de sport le nom des nouveaux sélectionneurs des Lions indomptables. Ils sont un peu éparpillés, les Lions A', les Lions seniors. Commençons par Conceição et Omam qui sont dans la fosse aux Lions. Et déjà, la première liste qui fait plus ou moins polémique, Kizito, est-ce qu'il faut se dire qu'on a pris la balle dans le bon élan? Alors, en prélude du match contre la Tunisie, match amical je voudrais faire dans 2 semaines. Je vais faire remarquer aux téléspectateurs ma position. Vous voyez comment j'ai les bras croisés. Et ils vont le ressentir au tremologue de ma voix parce que, en tant qu'entraîneur de foot camerounais,
Je ne peux pas laisser passer comme ça. On va parler de la liste, mais je vais dire quand même que les entraîneurs camerounais ont un mot à dire par rapport à... Vous avez parlé d'Anthony Conceição. Moi, je suis entraîneur. Je découvre ce collègue-là quand il est promu dans mon pays comme entraîneur de foot. Il y a une chose que je voudrais préciser ici, en prenant la parole. Lors de mon passage en classe de terminale, il y a quelque chose que je n'avais pas bien assimilé. Il y avait la conclusion d'un certain célèbre, qu'on je nomme ici Thomas Hobbes, qui parlait de l'homme est un loup pour l'homme. Je n'avais pas bien compris, mais c'est quand je suis devenu entraîneur de foot que j'ai compris exactement de quoi il s'agissait. Il a mené des recherches comme anthropologue et des sérieuses études en ce qui concerne la nature humaine pour arriver à cette conclusion. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'après il s'est frotté un peu à une certaine obédience sous la thèse qui voudrait que tout pouvoir vienne de Dieu. Lui, il a dit non. C'est pour aboutir au coach. J'en viens, tout pouvoir vient de Dieu. Il a dit, il s'est opposé à ça. Cela lui a valu des sanctions d'une certaine religion. Parce que lui, il estimait que non, les hommes font ils s'asseyent, ils mettent leurs règles et puis ils font leurs choses, qu'on laisse un peu Dieu là où il est. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tel que c'est fait, l'équipe nationale du Cameroun, tel que les entraîneurs défilent à la tête de cette équipe, au nom de quoi aujourd'hui qu'on vienne nous... c'est déjà passé, oui, vous allez me dire c'est passé. Au nom de quoi ce monsieur qui arrive là aujourd'hui bénéficier de cette équipe nationale, de ce concept, je ne sais pas de quoi. Comment peut-il être le patron de Mambiik dans cette équipe nationale? Je vous le dis avec les pleurs dans l'âme. Comment cela est possible? Il n'y a que chez nous. Comment ça... Omam a fait ses classes entraîneur, joueur. On ne le représente plus. Comment on se retrouve dans cette situation? Chaque fois, on nous dit non, c'est fait, non, c'est déjà fait parce que c'est... Faites un tour ailleurs, vous allez comprendre qu'à valeur égale, le local est priorisé. Venez avec Rijkaard, venez avec Arsène Wenger. Vous dites qu'il est entraîneur du Cameroun. Nous allons nous aligner parce que nous allons apprendre, nous autres. Venez avec même Laurent Blanc qui est ici à côté parce qu'on échange ici dans une langue qui n'est pas la nôtre. Nous allons nous aligner. Mais pourquoi on nous amène toujours des gens? Moi, je suis entraîneur, je découvre ce monsieur à partir de sa nomination à l'équipe nationale. Et j'estime que à ce niveau, les Camerounais, les entraîneurs camerounais, peut-être que nous avons commis un péché que seul Dieu pourra le régler. Mais pour l'instant, nous pensons qu'on a aussi droit à ce morcellement parce que le Cameroun est un patrimoine national et voilà. Nous ne sommes pas des étrangers pour dire qu'on vient discuter des choses qui ne nous sont pas vouées. On va rester sur la question. Quand on revient sur la liste qui a été publiée. Une liste qui a été signée d'ailleurs d'Omam, puisque c'est bien son nom qui porte le casting des joueurs pour le match amical annoncé contre la Tunisie. Mais si je m'en tiens, le nom de Conceição. Si je m'en tiens à la déclaration de Conceição, vous savez, il y a des moments où je parlais tout à l'heure de mon passage en terminale. Moi, je n'étais pas brillant comme l'inspecteur Marga. J'ai fait terminale à 20 ans, donc je réfléchissais déjà, je n'étais pas aussi génie que l'inspecteur qui est avec nous. Mais nous, on appréhendait déjà des choses à une certaine valeur. J'ai suivi François dans une interview, il disait que l'entraîneur est reparti pour se préparer parce qu'il doit venir s'installer au Cameroun. Et en même temps, il va faire la liste pour le match amical. Donc, je crois que François, qui fait office d'adjoint, a signé ça par ordre, je suppose, parce que c'est ce que lui l'a dit que j'ai retenu. Voilà. Il a dû signer par ordre. Maintenant qu'il a signé par ordre, je constate simplement qu'on n'avait pas d'explication pourquoi on les a laissés pour la CAN.
lors de la CAN dernière, Oui. et qui reviennent, parce qu'ils ont quand même la compétitivité. Je pense à Jérôme Mongene, qui, on ne sait au nom de quoi, il s'est retrouvé hors liste, alors que ceux qui avaient 4 matchs pour, la saison, pour toute la saison se sont retrouvés à être titulaires. Mais ça n'enlève en rien le talent de ces jeunes joueurs-là. Mais ils doivent savoir que pour être éligible, il faut être compétitif. Donc, à ce niveau, j'estime que c'est une liste qui obéit à l'orthodoxie habituelle. Allons-y voir quelle est la touche que le nouveau staff technique va venir nous proposer. Alors, parce que pour moi, c'est à partir du concept, donc de l'orientation, de l'organisation du jeu, du système de jeu au plan de jeu, passant par l'organisation et l'animation, que moi j'aurais maintenant un menu, quelque chose à déguster pour pouvoir évaluer et puis avoir alors, on va peut-être apprécier les quelques images de ces lions indomptables et même des deux sélectionneurs, le principal et l'adjoint. On cherchait à quoi on tendait, alors où on arrivait. Finalement, on a trouvé je pense que l'issue. Sur le casting des sélectionneurs qui a été fait adjoint. vendredi dernier, je pense que M. Margaquet du ministère des Sports pourra peut-être nous en dire davantage. Mais je reste sur la question des listes. Omam a pris l'engagement de signer la liste et déjà les polémiques, apparemment on n'a pas eu le temps de recueillir toutes les informations avec le cas des joueurs blessés officiellement annoncés dans leur club, mais qui étaient bien présents. Est-ce qu'il y a une précipitation ou alors cette liste ne semble pas être celle qu'on devrait attendre? D'abord, sur le plan logique, la liste ne peut pas venir ni d'Omam, ni de Conseil Sao. Parce que le règlement dit que les convocations doivent aller en club 2 semaines avant. Ça veut dire que 2 semaines avant, Monsieur Tony Conseil Sao, c'est qui, était encore dans le ventre de sa mère. Il n'avait pas encore vu le jour. Donc il ne peut pas faire une liste alors qu'il n'est pas encore entraîneur du Cameroun, il y a 2 semaines. Donc la liste a été faite par la fédération. Mais maintenant, il faut bien que, au bas de cette liste, que l'un des deux puisse poser sa signature pour donner la valeur à la liste. Et Omam l'a fait, c'est une bonne chose, mais je crois, logiquement, que ce n'est pas la liste de Conseil Sao, ni d'Omam. Est-ce que c'est un signe donc, s'il endosse la responsabilité du casting? Non, la liste n'a pas de problème. Parce qu'en fait, tout entraîneur qui arrive au Cameroun devrait se référer d'abord aux listes que laissent ses prédécesseurs. Parce que tu ne vas pas venir inventer les joueurs. Tu ne connais pas les joueurs, tu viens, tu regardes le prédécesseur, quels sont les joueurs qui ont été régulièrement appelés à l'équipe nationale. C'est comme ça que ça se passe. Sauf qu'il y en a qui ont été abandonnés, mais qu'on retrouve justement, qui n'étaient pas à la dernière. Oui, mais justement, parce que c'est ça le problème du recrutement de l'entraîneur. Comment on fait pour recruter un entraîneur au Cameroun? Parce que pour recruter un entraîneur, il faut d'abord ressortir la problématique de l'équipe. On ne recrute pas un entraîneur comme si on allait au marché prendre, je ne sais pas moi, on se dit un matin, il faut que je mange de la viande. Et puis on dit, bon voilà, je veux du bon filet ou bien du faux filet. Non. Pour recruter un entraîneur, il faut d'abord ressortir la problématique de l'équipe. Pourquoi l'équipe a des problèmes? Pourquoi nous changeons constamment les entraîneurs? Il me semble que le premier problème de notre équipe nationale, c'est que nous avons des entraîneurs qui n'ont pas de personnalité. Première chose. Parce que l'une des qualités d'un entraîneur, c'est la personnalité. Sinon, la première qualité, la personnalité. Donc, être capable d'assumer ses choix. Alors, quand on recrute un entraîneur qui vient dans les conditions que les entraîneurs arrivent souvent au Cameroun, vous voyez qu'au départ, ils ont déjà perdu la personnalité. Et vous vous souvenez que sur votre plateau ici, j'avais dit que M. Sidorf et M. Kluivert ne pouvaient pas entraîner l'équipe du Cameroun. Parce que les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, ils étaient dans le sac des gens. Si vous prenez un entraîneur qui a un nom mondialement reconnu, vous l'amenez, ce monsieur, vous ne pouvez pas lui dire n'importe quoi. Parce qu'il sait qu'il a son nom à défendre. Quand vous recrutez Conseil Sao, vous avez d'abord sorti la problématique de l'équipe. Parce que j'ai cité un élément. Il y a encore d'autres éléments. Est-ce que l'entraîneur connaît l'environnement? Deuxième condition. Est-ce qu'il y a plusieurs questions? Donc moi je crois que chez nous, on ne retient pas
nos erreurs, parce que lorsque M. Seedorf arrive, moi, je n'étais pas surpris de voir son échec, puisque j'avais prédit ça ici. Je ne suis pas divin, mais je vous sens les choses. On devrait s'arrêter pour comprendre que nous nous sommes précipités à amener des gens qui ne pouvaient pas entraîner cette équipe. Parce qu'il faut dire aux gens ici que l'équipe du Cameroun a une valeur mondialement reconnue. C'est la meilleure équipe africaine de tous les temps de par ses résultats. C'est-à-dire que l'équipe du Cameroun a une histoire unique. C'est la seule équipe en Afrique qui a battu les deux grands pays sud-américains de football. Et ces deux grands pays étaient toutes championnes du monde en titre. C'est-à-dire que quand nous battons l'Argentine en 90, l'Argentine est championne du monde avec le meilleur joueur du monde, Diego Maradona. Quand nous battons le Brésil à la Coupe des Confédérations en 2003 en France, le Brésil est champion du monde en 2002, Corée-Japon. Avec toute la pléiade des stars que nous connaissons, Ronaldinho et tout consort. Donc, quand vous faites ce type de résultat, le Cameroun est le seul pays en Afrique qui a gagné 5 ans hors de sa base. Personne ne l'a fait. Vous ne pouvez donc pas prendre des gens qui n'ont pas de nom. Parce que le Cameroun a un nom. Alors, on a associé au coach Anthony Conceição, Oman, Jacques Songo et les autres sont dans le moule. Du côté du ministère, on pose peut-être la question, elle semblait toute droite vers vous, Dieudonné Barga. Est-ce que le casting obéit au contexte historique, la valeur ajoutée du label Lion Indomptable? Est-ce qu'il obéit à la compétence ou à l'expérience des sélectionneurs pour tomber à Conceição que tout le monde découvre, y compris son collègue coach? La première fois. Je pense que il faut bien de rappeler un peu pourquoi on en est arrivé là. Il faut qu'on rappelle. On va à la CAN en Égypte, on sort en huitième de finale avec les conditions qu'on sait, dans l'environnement qu'on connaît. Il est inadmissible qu'on soit arrivé au niveau d'indiscipline qu'on a connu, où les joueurs prennent l'équipe nationale en otage. À l'administration du sport, il y a des principes élémentaires. Les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent. Les administrateurs administrent. Lorsque des joueurs se suscitent des problèmes administratifs, c'est la chienlit, c'est l'indiscipline. Aucune équipe au monde, aucune performance de haut niveau ne se fait dans l'indiscipline. Aucune performance de haut niveau ne se fait dans l'indiscipline. Dès qu'on a commencé avec les joueurs qui prennent en otage l'opinion publique sur les problèmes de primes, en expliquant les textes que les inspecteurs ont fait pour améliorer leurs conditions de travail et de participation aux compétitions, on est allé droit à l'échec. Voilà le constat qui a été fait. L'indiscipline a été le terreau de l'échec en Égypte. Il a parlé de d'où on part. On part de là. L'indiscipline. Il faut revenir à la discipline, à l'éthique. L'équipe ou l'entraîneur a été le premier à payer. Le ministre a dit, lors de sa sortie, en expliquant les causes de Lyon, que le coach ne maîtrisait pas son effectif. Vous vous rendez compte? Il ne maîtrisait pas son effectif. Et on fait comment pour recruter ce coach? Non, j'ai pas fini. En interne, ça c'est à l'usage qu'on se rend compte de cela. Ah non. Au résultat. Parce que les résultats sont autant l'assurance vie des entraîneurs, autant c'est ces résultats qui les desservent. Le résultat a permis d'alerter sur la capacité de ce grand joueur à pouvoir manager une équipe. Donc on part de là. Et pourtant, moi je l'avais dit avant. Des éléments qui ont été préparés de code disciplinaire pas le code disciplinaire, de code éthique et d'ontologie qui vont disposer des obligations et des droits des joueurs. Il y aura des droits, des obligations qui seront clairement élargis, qui seront élargis à toutes les fédérations sportives de l'équipe nationale. Donc on part de ce constat. On n'a pas été bon parce qu'on a été indiscipliné. C'est pas le talent qui nous a manqué. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que cette équipe aille à la volo. C'était impensable. En dépit de ce qui est passé en 2014, il y a un décret du chef de l'État qui a été pris, qui a ramené une certaine orthodoxie. En 2017, le succès est passé par quoi? Par la discipline. La discipline a été, en dépit du groupe, qui avait une bonne dynamique de groupe, la discipline était au rendez-vous et il y a eu le résultat. Donc, le constat dont on part de là, dès qu'on sort de la CAN, on se dit, l'équipe nationale du Cameroun, avec la FECAFOOT d'ailleurs, il y a eu un gros problème de discipline. On n'a pas pu maîtriser les joueurs. C'est inadmissible. Et on parle. Non, je réponds à la question de Bobo. On parle de ce constat. On dit il faut ramener la discipline à l'équipe. C'est le leitmotiv. Discipline et éthique. Éthique pourquoi?
il faut que les entraîneurs puissent être suffisamment capables de se fixer des critères objectifs quand ils sélectionnent les joueurs. On reste sur J'ai pas fini, je vous explique, vous m'avez vu pour que j'explique. On ne peut pas continuer à avoir des joueurs blessés dans la tanière qui sont sélectionnés dans la liste de 23. On ne peut pas comprendre ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas professionnels. Ou alors ceux qui ne jouent même pas. Non, qui ne sont pas professionnels. Donc, discipline et éthique. Monsieur le ministre des Sports, de Conseil de la FECAFOOT met une commission en place qui est chargée de travailler sur le processus de recrutement de nouveaux entraîneurs de manière confidentielle pour éviter des parasitages normaux. Puisqu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont amenés soit par des lobbies, soit par des managers. Donc, il faut travailler discrètement. Donc, il y a une liste qui a été faite. L'entraîneur finalement retenu, c'est Conceição. Évidemment, on a gardé le plus longtemps possible le secret de sa désignation. Les entraîneurs, les entraîneurs adjoints au MAM et Songo, quand vous dites qu'ils n'ont peut-être pas été associés à la liste, vous n'en savez peut-être rien. Peut-être qu'ils étaient déjà au parfum et qu'ils ont préparé ces listes sous cap pour être dans les délais que vous indiquez. Donc, c'est pour ça qu'il a signé. Donc, il faut bien comprendre que l'équipe nationale que Conceição prend, le rendement donné, c'est la performance sportive. La CAN 2021, on doit la gagner au Cameroun. Et on veut la gagner avec la manière. On ne veut plus d'indiscipline. Autant on peut être à l'écoute des joueurs pour comprendre leurs préoccupations, pour être à l'écoute du sportif de haut niveau qui peut avoir des préoccupations pour le permettre d'être plus performant. Autant on ne veut plus un syndicat de joueurs. Alors, vous vous rendez compte? Monsieur Baka, je vous relance. On semble prendre les joueurs à partie sur la question des disciplines. En 2017, on est rentré avec un trophée, mais le coach a été viré pour des problèmes aussi d'indiscipline. La question qui nous brûle les lèvres tous, puisque le ministère a étudié la question, est-ce qu'il y a des lois sur mesure taillées pour qu'on n'ait pas un sélectionneur à la tête de cette équipe et les prendre comme adjoint, comme Omam, qui joue les seconds rôles? Est-ce que ces mêmes critères ne porteraient pas pour avoir des références ici sur le plan de la compétence? Je suis tout pour répondre à cette question parce que, effectivement, la problématique que vous évoquez est une problématique qu'on peut écouter, qu'on peut entendre. Toutes les sélections nationales, excepté le principal de l'équipe A, ont des entraîneurs camerounais. Toutes les équipes. Mais pourquoi excepté? Non, j'ai pas fini. Non, donc ça bat en brèche. C'est-à-dire, toutes les équipes nationales sont dotées. Non, j'ai pas fini. Toutes les équipes nationales sont dotées d'entraîneurs camerounais, excepté l'équipe senior. Non. Équipe senior qui a 2 entraîneurs camerounais de haut vol. Oman Big a la qualification d'entraîneur sélectionneur adjoint. C'est une qualification que vous voyez simplement comme ça, mais qui montre bien. 9 ans après, hein? Non, j'ai pas fini. Qui montre bien l'importance qu'on va accorder à la dynamique du duo d'encadrement. Il n'est plus question que l'entraîneur national camerounais qui est adjoint, qui assiste, qui connaît un peu mieux l'environnement camerounais, soit relégué au rang de sous-fifre, entre guillemets. Voilà. Parce qu'on se dit qu'on a la science infuse. Les entraîneurs camerounais auront leur mot à dire et c'est une des dispositions qui est fait dans les discussions qui ont été prises pour qu'ils écoutent ces entraîneurs camerounais. Disons, il ne faut pas vous inquiéter. L'intérêt général a été privilégié. Je vous dis, non, je n'ai pas fini. L'intérêt général sur la question. A été privilégié. Le service public du sport vise l'intérêt général. Donc, l'intérêt général a été vraiment le critère principal qui a guidé le choix de Conceição. À la fois sur le plan des entraîneurs que je viens de donner, sur le plan de ce qu'on attend, discipline, performance. On a dit l'équipe du Cameroun n'a pas de jeu. On a vu les Portugais jouer. Les Portugais ont une très bonne équipe nationale. Les Portugais ont un label de jeu. Donc, on suppose, c'est les prédispositions, on présuppose que l'entraîneur qui a toutes les cartes en main, avec un contrat défini d'objectifs à atteindre, a les clés en main. Et il n'aura aucun temps de répit. On veut les résultats. Alors, on reste sur la question Conceição, pour l'instant, à les bonnes grâces du ministère de la FECAFOOT aussi. On espère sur le terrain que ça va porter. Intéressons-nous au match à venir et la place justement des sélectionneurs nationaux, puisque il me semble, à l'explication de monsieur Dieudonné Barga, que c'est ouvert, il y a une collaboration, mais qui tient les clés de la maison? Est-ce qu'on parlerait d'un pompier ou d'un pyromane pour tenir cette équipe, puisque les résultats ne seront pas très loin? Des 2 semaines, on saura. Il faudrait que, monsieur Moukoko, il faudrait que je dise à monsieur Barga que nous devons savoir que tous nos actes seront conseillés au concert de la conscience nationale. Et que nous devons exactement savoir où on va. Si aujourd'hui on parle, j'ai l'impression que lorsqu'on recrute un Portugais,
on croit qu'il va venir avec Cristiano Ronaldo pour jouer à l'équipe du Cameroun. Parce que Sidov, qui peut avoir la meilleure école qu'Ajax qui a formé Sidov? On nous a tenu le même langage. Vous voyez comment les Hollandais, vous voyez comment Sidov, il a gagné les Champions League, il a fait... Mais on a vu, après on dit l'indiscipline. L'équipe n'a jamais été autant disciplinée qu'en 2017 pour gagner la CAN. Mais après, M. Hugo Broos, il est viré à cause de l'indiscipline. Des résultats d'abord. À cause de l'indiscipline, parce qu'après, les joueurs se sont retrouvés dans les hôtels, on sait ce qui s'est passé en Belgique, on sait ce qui s'est passé à X. Moi, j'ai dit, ne rentrons pas. Nous disons, il vaut mieux. Monsieur Mbargalo sait plus que quiconque. Les valeurs importées restent les valeurs illégitimes. Il vaut mieux échouer en 2021 avec un Camerounais sur le banc comme entraîneur en chef que de gagner. La CAN n'est plus un événement pour le Cameroun. Nous en avons aligné 5. Le défi aujourd'hui, c'est amener l'équipe du Cameroun à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est ça le défi. Et les Mambiik et consorts qui ont mis la barre haute en 90, ils sont mieux placés. Et je dois même d'ailleurs vous dire, Nipomnachi qui était là en 90, était entouré de 4 costauds du Cameroun. Manga, Jules Nyonga, Kaham, mais on est où? Est-ce qu'un tant soit peu, M. Mbarga peut témoigner ici, à mon Dieu Vision, que les Camerounais ont été majors dans les écoles en Allemagne devant ces gens-là? Si on rentre véritablement dans les CV, je ne vais pas aller provoquer, Shakespeare dit, the wine is drowned, to drink it. Le vin est tiré, il faut le boire. Mais il faut davantage qu'on intègre que ce pays a besoin et a des hommes de valeur. Autant nous avons des hommes de valeur comme responsables dans l'administration, comme notre cher frère, M. Mbarga Dieudonné, qui est un expatrié, viendra à sa place que je vais agir autant avec véhémence. Qu'on doit comprendre que l'équipe nationale, ça n'a que rang de chef de service dans l'administration centrale. Qu'on ne puisse pas dire que non, les 11 autres sélections seront les Camerounais, exception faite sur l'équipe A. Quoi parle-t-on? Là, on rentre, M. Moukoko, on est dans l'informel. On est dans l'informel parce que le monsieur qui coupe le soya au carrefour, là, vous donnez 500, il vous coupe quelques morceaux. Vous donnez 1000 francs, il coupe à sa guise. Et personne ne lui demande quoi que ce soit. Là, on est dans l'informel. Il faut que nos responsables commencent à tenir compte de... Voilà. Alors, Bobo Fabien, est-ce qu'on gagnerait le vin accueilli? Il faut y aller direct. On ne va pas penser qu'on va refaire les choses maintenant. Le Cameroun joue la Tunisie dans quelques semaines avec une liste et des joueurs qui restent toujours dans la même discipline relevée puisque c'est quasiment les mêmes. Est-ce que ce sera un cadeau empoisonné pour les coachs qui sont là avec le premier rendez-vous de Tunisie? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Conceição atteigne l'objectif de la CAN 2021? C'est pas demain, mais c'est non plus à 24 heures. D'abord, je constate que M. Conceição lui-même n'est pas discipliné, puisque je lui ai vu paraffer des papiers étant en babouche, dans le ministre de la République. Ça, je trouve ça un peu trop léger. M. Conceição arrive. Je ne sais pas quel est le critère qui a pesé pour qu'on choisisse cet entraîneur-là. Je ne comprends pas. On a eu quelques bribes de la voix de non, monsieur Mbarga a expliqué. C'est qu'un patron de l'administration doit expliquer. Mais je vous dis, si on va dans la technique de l'entraînement, la valeur de l'homme, la valeur intrinsèque. Est-ce qu'il a l'étoffe pour tenir cette équipe? Est-ce qu'il n'est pas dans la fosse au Je ne suis pas très sûr parce que quand on vient dans ce canevas-là, j'ai dit au début de mon introduction ici que le type d'entraîneur qu'il faut au Cameroun, c'est un entraîneur qui a un nom. Parce que quand l'entraîneur a un nom, il est dans exactement la définition que venait de donner M. Mbarga, c'est-à-dire qu'il a les cartes libres. Mais je ne suis pas sûr que M. Conceição avec les cartes libres. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir les cartes libres. De deux,
je parle au conditionnel, aurait menti aux autorités camerounaises au niveau de son CV. Il a dit qu'il a gagné le championnat en Roumanie. Mais quand on a vérifié, ce championnat est gagné en 2019. Or, lui n'est plus là-bas. Alors, quand un entraîneur commence comme ça, il faut le reconduire là où vous êtes allé le chercher. C'est aussi simple que ça. Nous aimons notre pays. Moi, je connais la valeur de mon pays. Et j'ai eu la grâce de voyager à travers le monde. Quand on parle du Cameroun en matière de foot, c'est un pays qui fait l'unanimité. Je vous ai donné quelques bribes ici. Monsieur Mbarga dit que les 11 autres sélections du Cameroun ont les Camerounais. Effectivement, les entraîneurs locaux, les Camerounais, ont démontré que le Cameroun reste le seul pays en Afrique qui a gagné les Jeux Olympiques avec un entraîneur camerounais. Or, les deux pays africains qui ont gagné les Jeux Olympiques, c'est bien le Nigeria et le Cameroun. Mais à la tête du Nigeria, ce n'était pas un Nigérian. C'était un Néerlandais qui s'appelait Joe Beaufrère. Donc, les entraîneurs locaux ont démontré qu'il suffit de leur faire confiance. Mais il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? C'est que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à l'époque quand ils étaient des étudiants, beaucoup d'entre eux ont choisi de faire les grandes écoles, les grandes universités. Et ils se moquaient à l'époque de ceux qui allaient à l'INGS parce qu'ils les appelaient la faculté des muscles. Ils n'avaient pas pensé dans leur imaginaire que le sport allait être une industrie plus tard. Que ce sport-là allait donc générer des fonds aujourd'hui. Donc, il s'accommode mal. Lui qui a fait Sorbonne, qui a fait, je ne sais pas moi, les grandes universités américaines, qui a fait les grandes universités Harvard et tout ça, qu'il arrive au Cameroun, il est, je ne sais pas moi, un haut cadre à la présidence ou dans un ministère, et qu'il entende dans ses oreilles que le petit type qu'il se moquait il y a 20 ans, qui allait à l'INGS, faculté des muscles, puisse être entraîneur sélectionneur des Lions, et qu'il gagne 20 millions, 30 millions, alors que lui n'en gagne pas. Vous voyez un peu là où il y a le complexe. C'est ça le complexe avec les locaux. Vous avez un monsieur comme Jules Nyonga, vous avez un monsieur comme Sadi Jean-Pierre, vous avez un monsieur comme Omok, vous avez les Akono Jean-Paul, qui sont des entraîneurs qui ont démontré qu'ils ont de la matière. Jules Nyonga a gagné des cannes avec Gros Leroy. Les Ntungupile sont là. Monsieur Omok a gagné la canne avec Schaeffer en 2002 au Mali. Pour ne citer que cela. Donc les entraîneurs locaux ont tout simplement besoin que ce complexe de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, de comprendre que chacun a choisi une voie. Si ta voie prospère, eh bien on laisse quelqu'un prospérer dans sa voie. Pourquoi il y a un complexe entre ceux qui ont choisi de faire l'INGS et qui doivent gagner des millions aujourd'hui? Il faut quand même qu'on sorte de la question. On a l'échéance, on aura le temps d'ailleurs d'en reparler, puisque le match aura le temps avec le rassemblement, le regroupement de l'équipe nationale du Cameroun, l'étoffe. Conceição, on espère, on le souhaite, qu'il aura pour tenir cette équipe qui n'a pas beaucoup changé, et on a même souvent parlé de la fosse au lion, où on a du mal à trouver la bonne cohésion, mais vu les délais, qu'est-ce qui va suivre pour ce qui a comme exigence pour Anthony? De retour, ce serait officiel sur place au Cameroun? Je voudrais d'abord poursuivre sur la lancée de Boro pour dire que l'expertise locale que vous avez cité, les Omok, les Akono, on ne remet pas en cause leur qualification et leur valeur. Vraiment, le choix de Conceição ne remet pas en cause la qualité de ces entraîneurs et de leur parcours. Surtout que Conceição ne vaut pas tous ces gens que j'ai cités là. Faut pas en termes de CV. Il ne faut pas opposer, il faut simplement dire que on ne remet pas en cause, parce qu'on choisit Conceição, la valeur de ces entraîneurs qui sont effectivement des valeurs qui ont montré de quoi ils sont capables. Voilà. Deuxième chose, en ce qui concerne le choix éventuel d'un très grand nom comme entraîneur. Évidemment, cela demande financièrement que le Cameroun puisse être à la hauteur des exigences de ces entraîneurs-là. Et là aussi, le choix de Conceição épouse l'efficience à l'efficacité. L'État camerounais n'a pas des moyens
pour payer l'entraîneur à des millions et des millions de francs CFA. Mais Mais nous venons de donner 62 millions à des aventuriers. Toutes ces leçons ont été tirées. 62 millions à des aventuriers. Toutes ces leçons ont été tirées justement de 2019 aussi. Donc, l'efficience et l'efficacité en termes de prise en charge ont été prises en compte. Effectivement, le Cameroun mérite peut-être d'avoir Mourinho. Oui. C'est clair, mais il faut pouvoir le payer. D'avoir Monsieur Mokoko, vous qui faites il faut pouvoir le payer. Donc, voilà, il faut pouvoir les payer. Donc, le choix qui a été fait, je vous le répète, le sport, et d'avoir aussi le sport, le service du sport public. À ma pierre. Oui, non, ils sont les gens. J'ai pas fini avec Kizito. Le service du sport public a fait le choix de l'intérêt général, je vous répète, qui tiennent compte des critères de prise en charge, efficience et efficacité et des éléments de constat sur le plan technique et de maîtrise du groupe que j'ai indiqué. Maintenant, pour ce qui est de la prise en compte de la valeur des Camerounais, effectivement, la problématique de la contractation des Camerounais se pose. Oui. C'est vrai. Oui. Et les nouveaux entraîneurs auront des contrats en bonne et due forme. Alors, tous les entraîneurs vraiment nommés auront des contrats en bonne et due forme. Des contrats. En tant qu'adjoint. Non, mais des contrats tout de même. Ce sera nouveau par rapport à ce qu'on aura connu avant. D'accord? Donc, toutes les préoccupations que Bobo soulève, que Kizito soulève, je vous dis que l'intérêt général a été pris en compte dans le cadre de ce choix. C'est important qu'on le dise. On insiste sur ce mot et peut-être on va... je voulais ajouter quelque chose rapidement à sa suite. Le Cameroun a les moyens de payer n'importe quel entraîneur. Tu sais pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est un label. Un label, ça se vend. Si le Cameroun veut avoir Mourinho, ou bien veut avoir Richard, ou Laurent Blanc, il suffit que le Cameroun signe avec un équipementier sérieux. Et des 4 équipementiers au monde qui sont sérieux, ou 3, c'est-à-dire Adidas, Nike, Puma, il n'y a aucun de ces 3 équipementiers qui peut cracher sur le label Cameroun. Aucun. Donc il suffit de signer donc avec l'un de ces 3 et dire à l'un de ces 3, je veux tel entraîneur, moi, Cameroun, je peux donner la moitié de ce qu'il me demande, toi tu payes le reste. Parce que l'équipementier sait que l'arrivée de cet entraîneur est une caution de résultat et que son image sera vendable, il va payer. Comment le Cameroun fait pour avoir le bus qu'on a là? C'est moi qui ai fait le concept. Parce que j'ai estimé que aller louer les bus dans les agences de voyage pour porter les lions indomptables n'était pas sérieux. J'ai mis le concept, le ministre Mbagambo est là. Je suis allé le voir dans son bureau, j'ai dit, Excellence, le Cameroun peut avoir un bus sans dépenser de l'argent. Et qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'on a proposé le concept à Puma, Puma a dit, je prends. Et Puma a donné 4 bus à 4 pays en Afrique. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Donc nous pouvons avoir des grands entraîneurs. Il suffit qu'on soit ambitieux. Non, ne restons pas dans les considérations que non, on ne peut pas, on peut payer n'importe qui. Il suffit qu'on vende notre label parce que nous avons un label. Alors, si on le vend mieux, on va avoir qui nous voulons. Parce que les gens ont travaillé pour que cette équipe-là ait la valeur marchande qu'elle a aujourd'hui. Alors, on regarde la montre, on n'a plus beaucoup de temps. On va évoquer la question aussi des sélectionneurs de En quelques secondes, qu'on arrête de nous bluffer. Chaque pays fait avec ses moyens. Nous sommes conscients qu'on est dans notre pays et que le Cameroun traverse des situations assez complexes. On met un Camerounais à la tête de l'équipe nationale. Il ne va pas coûter quoi que ce soit. On l'entretient simplement et il va entraîner cette équipe. Il y a 6 paramètres de performance en entraînement. On a l'impression qu'on extrapole un des paramètres les plus importants, qui est le paramètre socio-professionnel. Personne ne viendra de l'étranger là qui va mieux comprendre le joueur camerounais, mieux que ceux qui les ont fait grandir ici. Personne. Parce que l'environnement qui est convoqué ici, M. Conceição qui arrive, ne sait pas qu'un joueur peut passer plus de 3 mois. Que M. Mbarga nous dise la trêve depuis combien de temps le championnat est arrêté ici. Mais on revendique. Voilà le chien qui est à la porte. On revendique le talent. Mais depuis plus de 4 mois, on ne joue pas au ballon. C'est pour ça que je pense que
les entraîneurs, chacun connaît son fou. Vous allez beau tourner, on nous a tenu le même langage, le même discours avec Hugo Bros, le même discours avec Monsieur Sidoff et son Les frère. Finke et tout ça. Et je vous rappelle qu'on met François et adjoint là. Vous allez voir dans l'exécutif de ce monsieur, il va venir avec son adjoint avec qui il va se comprendre. Vous allez voir comment, quand on va regarder, ne serait-ce que dans les images, donc on arrête, qu'on revienne véritablement à l'orthodoxie, qu'on confie à un Camerounais, on lui assigne les missions et qu'il Si le Sénégal l'a fait, ce n'est pas le Cameroun qui peut pas le faire. Sénégal, l'Algérie nous parle aujourd'hui, la finale de la Coupe d'Afrique 2019 nous parle d'avantage. Deux Africains en finale. Deux Africains en finale. Fabien Dieudonné, permettez qu'on fasse peut-être d'un tour de table avec quand même cette sélection où on ne souffre pas d'avoir deux sélectionneurs, mais encore la question n'est pas d'avoir chez les Lions A', deux sélectionneurs, Aroga, Doumbé-Bosso, mais c'est de savoir pour les Lions A', quelle équipe préparée à 3 semaines d'un CHAN qui, sur le papier, sur le terrain, n'est pas encore effectif. Et même dans le casting, ces joueurs sont encore au quartier pour la plupart, puisque tous n'ont pas repris du service. Ce serait peut-être en un mot, on peut y croire, on peut rêver, le CHAN au Cameroun avec une équipe qui n'existe pas encore, puisque les joueurs ne sont pas actifs. On va participer, mais il ne faut pas rêver qu'on va venir. À domicile, l'essentiel serait de participer. Parce que même M. Aroga, l'entraîneur en chef de cette équipe, allez lui demander, quand une trêve va dépasser 3 mois, allez lui demander. On recommence tout à zéro. Allez lui demander. Et si jamais, j'espère que cette compétition va se jouer en juin, si on doit jouer en janvier, j'ai bien peur, que j'ai pas envie d'utiliser certains vocables ici. Vous êtes coach, comment on fait pour préparer une équipe en 2 mois? On ne fait pas la magie, il n'y a pas de... Vous avez 8 semaines, 8 à 6 semaines pour préparer, pour entrer dans la période pré-compétition. Après, vous commencez à dérouler pour la compétition. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce qu'on nous a dit que le championnat risque de commencer le 18 octobre. Selon la fédération. On n'a aucune certitude. De l'autre côté, on vous dit que le président de la Ligue dit qu'il est en train d'organiser la compétition. Je ne sais pas quand ça va commencer. Et on est là. Lorsque les entraîneurs qui travaillent en club, ils ont déjà préparé des équipes depuis plus de 3 mois, parce qu'on devait commencer le 1er septembre. La première date qui était annoncée par la Ligue. Maintenant, on a dépassé ça. Ça veut dire que vous devez rester dans l'entretien des acquis et ce n'est pas évident. Il n'y a pas de magie. C'est un processus, c'est une planification. Vous partez d'une planification des mésocycles au microcycle pour pouvoir mettre les garçons à jour. Alors, Dieudonné Barga, chez les Lions A', Aroga et Doumbé-Bosso sont déjà installés. On attend les contrats comme pour les autres. Est-ce qu'on a évalué le caractère timing et l'exigence du côté du championnat, ou alors on doit s'inquiéter avec l'échéance qui arrive pour le CHAN? Permettez-moi de finir sur la question des Lions. Il fallait absolument capter les dates FIFA. Donc, il était important que l'entraîneur soit connu à cette période pour que le Cameroun puisse défendre son ranking. C'était important que nous puissions participer à cette date FIFA. Je pense que le match de Tunisie va nous permettre de faire le point, de savoir un peu comment l'entraîneur compte s'y prendre. Je pense qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute, de pouvoir bien faire. On suivra de près. Maintenant, pour ce qui est des A', je pense que là aussi, en disant qu'il faut effectivement que le championnat démarre, il est important que le championnat commence pour qu'on puisse avoir de la réserve ou un vivier sur lequel on puisse se pencher pour pouvoir chercher les joueurs, détecter les joueurs. Mais il y a un protocole qui est souvent mis en place dans les sélections nationales au Cameroun. Il a bien dit que ça fait 1 an et demi. Il y a eu 1 an et demi entre 2016 et la reprise chez les filles. Il n'y avait pas de championnat, mais les entraîneurs ont pu travailler avec les regroupements. Donc ils ont ce mode de fonctionnement sur la base des acquis de l'année dernière. Des joueurs qui sont titrés au cours du championnat, ils peuvent bien faire des présélections avec des groupements ponctuels. Évidemment, ça n'a jamais reposé la compétition. Et là, le coach Elindoua a raison. Il faut absolument que la compétition arrive au plus tôt. Et sous réserve, la CAF dira, on verra si effectivement le report du CHAN est acté pour le mois d'avril ou de juin, pour que ça permette au Cameroun d'avoir le temps de
le plus tôt de faire le championnat pour que ce soit compétitif et qu'on puisse les prendre. Mais ils ont déjà le protocole de travail, ils vont commencer à s'y mettre parce que le temps court, avec des regroupements ponctuels sur la base des éléments qu'un entraîneur comme Doubé Bosso, qui est justement l'adjoint de M. Aroga, pourra lui présenter pour qu'il puisse déjà commencer à faire une pré-liste, une large liste, sous forme de groupement pour voir les joueurs avant que le championnat démarre. Alors, on a rien envié à Roga. Encore une question compliquée qui a fait le tour dans les chougas de la presse. Mbebosso qui tient les équipes locales, à Roga qui est camerounais, mais forcément qui n'est pas à jour de ce qui se fait sur le plan. C'est les commentaires des journalistes. Mais Bobo Fabien, cette équipe a été orpheline de coach depuis le glissement de statut de Rigobert Song, désormais sur les U23. Une équipe qui se remet un an après. À quoi il faut s'attendre pour sortir? Est-ce qu'il faut s'inquiéter si les dates ne sont pas prolongées? Il faut s'inquiéter. D'abord, le conflit fédération et ligue est une sorcellerie. Parce que la parole de Dieu est claire. Une maison divisée entre elle-même est appelée à disparaître. Il n'y a pas de... Ça dit que nos autorités devraient arrêter cela très vite. Parce qu'un pays qui a des échéances, comme le Chan, le monde entier nous regarde. L'Afrique nous regarde. Nous devons démontrer. C'est le coup d'essai. Par la CAN. Nous devons démontrer par la qualité de notre organisation. Parce que je ne doute pas en cet instant, le Cameroun sort toujours du lot en matière d'organisation. Vous avez vu la CAN féminine au Cameroun? Jamais dans l'histoire des CAN féminines dans l'Afrique, il n'y a eu une CAN féminine autant mieux organisée que celle du Cameroun. C'est entré dans les annales. Vous avez vu la CAN au Ghana avec des stades vides. Vous avez vu l'engouement de la CAN au Cameroun. Donc, sur le plan organisationnel, je ne doute pas en cet instant parce que je continue à dire que le Cameroun est un pays béni. Nous avons des gens qui réfléchissent. Il suffit seulement de se concentrer, d'être sérieux. Nous pouvons faire de grandes choses. Voilà. Mais maintenant, le conflit, comme je le disais, fédération, ligue, n'avait pas lieu d'être. Et je suis un peu gêné parce que ceux qui ont la charge de gouverner le sport ont été taiseux à un certain moment. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Parce que le ministère est le patron de la fédération. Parce que c'est le ministère qui représente l'État, qui donne mandat à la fédération d'organiser le football. Comme la fédération est le patron de la ligue, parce qu'il donne mandat à la ligue d'organiser le football professionnel. Alors, quand deux institutions dans un pays entrent en conflit, je crois que c'est l'État qui doit régler ça le plus rapidement possible, parce que c'est la cuisine interne. On dit aux deux bagarreurs, voilà. Arrêtez ça, nous avons des échéances devant nous, regardons d'abord ce qui vient de l'autre côté, parce qu'il s'agit de l'image du Cameroun. Vous voyez, à la Ligue, on vous dit, nous sommes dans notre droit, parce que les textes disent que la fédération, oui, peut suspendre la Ligue, mais la fédération doit attendre la confirmation de cette suspension par l'Assemblée générale qui est l'organe suprême de la fédération. Alors, or, si l'Assemblée générale ne s'est pas encore prononcée, la fédération n'a pas le droit de mettre un comité de gestion qui partage de l'argent aux gens. Il est illégitime. Maintenant, au niveau de la Ligue tient ce bout-là. Pour chuter. Et pour chuter, donc, la fédération, elle est dans un, je sais pas moi, dans un voyage, dans un stage, je ne comprends pas. Donc, nous devrons regarder les intérêts de notre pays. Nous avons le CHAN. Normalement, si vous regardez la majorité des pays africains, les championnats dans les pays africains sont déjà à 10e, 8e, 11e journée. Nous ne sommes pas encore au début. Or, nous avons une grande compétition à organiser. Après, quand les gens vont échouer, on va dire, oh, les entraîneurs locaux, on vous a dit qu'ils ne peuvent pas. Voilà. Oh, on vous a dit qu'ils ne peuvent pas. Merci, alors que l'adage dit qu'il va aller loin, mais là, ça monte. S'il vous plaît, je voudrais quand même préciser ceci. C'est que le ministère des Sports n'est pas resté indifférent au problème Ligue-Fédération. Je n'entrerai pas les détails parce que les déclarations ont pu par moments crisper les positions, envenimer la situation. Vaut mieux attendre les résultats des consultations que le ministre a menées. Vous nous ferez l'honneur d'être disponible en temps souhaité pour évoquer cette question du côté de la FECAFOOT. Le train a quitté gare, mais on semble devoir faire chemin-retour. En tout cas, une histoire à suivre, hein, tout comme dans nos prochaines éditions de questions de sport, les préludes du marathon international de Douala. On parlera aussi du Grand Prix international Chantal Biya, entre autres sports au menu de votre émission. Mesdames
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On a été loin d'avoir répondu à toutes les questions, mais des solutions ont été portées par la voix de Kizito et Lundo, à qui on dit merci, coach de football, pour s'être déplacé. Merci à Bobo Fabien, analyste de sport, et puis à monsieur l'inspecteur de pédagogie, assistant numéro 3, du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. On espère de bons retours de la commission de la CAF qui est en pleine visite au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous avoir suivis. Léo Dambou a piloté ce programme depuis Yaoundé, et un particulier qui nous suit de façon toute spéciale, Wambo Charbel, à qui on dit bien le bonsoir, et il a tenu à ce que nous puissions lever un verre après pour son anniversaire. Bonsoir à vous, et puis restez en compagnie des programmes de Canada International.